Bonjour à tous et bienvenue sur Passe D, le podcast roman qui te parle de sport. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Maxime. Maxime, comment vas-tu ? Au top, et toi ? Ça va nickel, très heureux d'être ici pour cette émission. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'invité d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est avec Mélodie Honner, une cavalière redoutable qui a participé au JO. Et je me réjouis de parler de ça. T'as tout dit, c'est parfait. On se retrouve direct avec l'invité. Mélodie, bienvenue. Bonjour. Merci d'être ici pour notre émission. Avec toi, on va parler de ton sport, on va parler de la relation entre l'athlète et le cheval, on va parler aussi des JO, mais j'aimerais commencer par le commencement. Comment tu t'es mise au cheval ? Alors, on avait pour habitude, quand j'étais gamine avec ma mère, on allait toujours une fois par année au cirque CNI. Okay. Et il y avait toujours à l'époque, quand il y avait encore les fauves et tout ça, pendant l'entracte, pour faire patienter, pendant qu'ils mettaient les cages et tout ça, il y avait toujours ces fameux tours à poney. Donc, elle a eu la bonne idée de me mettre sur un poney. Mais par contre, elle a surtout eu la bonne idée que pour que je descende du poney, il a fallu négocier. Et elle a dû du coup m'accompagner pour aller faire des tours à poney dans un manège de la région. C'était le seul moyen pour que j'accepte de descendre de ce poney. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, il y a direct eu une sorte de connexion avec l'animal qui s'est faite. Ouais, pour moi, vraiment être assis sur un cheval, je pense que c'est la même chose pour d'autres personnes, d'être sur des skis ou de faire de la voile sur la mer. Pour moi, ça a tout de suite été mon élément. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses sans forcément réfléchir. Tout était très instinctif. Et tu te souviens à peu près à quel âge c'était Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, je pense. Ah oui, donc vraiment, ça a commencé tôt. Et tu as fait du cheval depuis lors sans arrêt ? Non, parce que il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment d'école de poney, vraiment. Avant, les poneys, c'était un petit peu ces petites racailles dans les parcs qui faisaient tout le temps des bêtises avec les chevaux. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas, comme aujourd'hui, le sport du poney est vraiment très, très professionnalisé. Donc, les poneys, il n'y en avait pas pour apprendre à monter. Et puis, quand vous avez tout juste 4 ans, vous mettre sur un cheval d'un mètre 65, 1m70 au garrot en moyenne, ce n'était pas possible. Mmh. Du coup, on a négocié et puis j'ai pu commencer à faire de la voltige. Donc, la voltige, c'est vraiment de la gymnastique sur le dos des chevaux. Et ça, j'en ai fait, je pense, pendant une bonne année, 1 année et demie. Et ensuite, j'avais un tout petit peu grandi, mais on a réussi à trouver un endroit à Saint-Légier où ils m'ont pris. Ils avaient encore quelques petites montures adaptées à la taille des enfants. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Et le fait de faire du cheval, est-ce que c'est toi qui l'as amené dans la famille, justement, ou est-ce que ça venait déjà avant ? Non, il n'y a vraiment personne dans ma famille, de près, de loin, cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents. Enfin, vraiment, les chevaux, l'agriculture et ce genre de choses, il n'y a vraiment rien du tout. Ok, et au niveau sportif aussi, non plus ? Non, sportif, dans la famille, je dirais qu'on n'est pas hyper sportif. Ma mère était plutôt du style à avoir des courbatures de fou quand on allait faire une petite balade en montagne. Donc non, on n'était pas forcément sportif. Mais moi, c'est vrai que c'est plus le milieu aussi d'être dehors et puis de pouvoir être vraiment dans la nature, à l'air libre. C'est ça qui te plaît le plus. Voilà, exactement. Okay. Ouais. Et c'est à quel âge où tu t'es dit que tu allais le faire de manière sérieuse, si j'ose dire Tout de suite. Ok, directement. Directement, ouais, vraiment. Après, j'ai toujours été une enfant très sérieuse, méticuleuse, studieuse. J'étais pas du tout une enfant compliquée, en tout cas pour ma mère. Donc, il n'y a pas eu trop d'hésitation à te mettre là ? Non, pas du tout. Okay. J'en faisais régulièrement. Je voulais faire que ça. Après, j'ai fait beaucoup de gymnastique à côté. J'ai fait beaucoup de piano. J'ai fait beaucoup de ski parce que je viens de la région chablaisienne, côté valaisanne. Okay. Et c'est vrai que le ski, pour les Valaisans, c'est normal, quoi. On y va tout le temps. Mais à un moment donné, naturellement, j'ai choisi et c'est vraiment l'équitation qui a pris le dessus. Et comment ça se passe dans le parcours d'une jeune cavalière ? Il y a des catégories, tu avances en fonction de l'âge, en fonction du poids, en fonction du talent ? Alors du poids, ça va parce qu'on n'est pas dans les courses. Donc ça, on est tranquille, on peut manger ce qu'on veut et on n'est pas trop surveillé. Par contre, au niveau... pour la progression, ça dépend quand même énormément. On est un sport qui dépend énormément du partenaire avec qui on travaille, c'est-à-dire du cheval. Okay. Et ça dépend énormément du cheval qu'on a sous nos fesses. Et c'est vrai que c'est souvent le cheval qui donne le rythme de notre progression.
La possibilité d'en acheter un déjà, la possibilité d'en avoir un canou, la possibilité ou alors de monter seulement 2 fois par semaine ou tous les jours. C'est quand même un paramètre qui est un tout petit peu plus compliqué que si j'avais fait de l'athlétisme et puis que je mettais une paire de baskets et que j'allais entraîner ma condition physique n'importe où je le souhaitais. On est quand même complètement tributaire des installations et du cheval et du matériel. Je profite pour rebondir là-dessus. Il y a vraiment un aspect logistique et financier dans ce sport qui permet pas à tout le monde d'en faire. Comment toi, tu as géré ça avec la famille? Enfin, plutôt, j'imagine, vu ton âge à l'époque, comment ta famille a géré ça? Alors, il y a effectivement un aspect qui est indéniable, c'est quand même un sport pour la compétition, pour le gros niveau, c'est quand même un sport qui est cher. On tourne autour de combien à peu près? Par saison, je pense, par cheval, il faut compter entre... je fais un mini calcul, mais je pense entre 25 000 et 30 000 francs par année par cheval. Et je pense que c'est sans avoir des frais exorbitants. C'est plutôt les frais de base. Et si vous voulez vraiment être performant, il faut entre 2 et 3 chevaux au minimum. Et puis tu dois trouver un manège où le faire ou... En général, c'est vrai que c'est compliqué de faire ce sport-là dans son champ derrière chez soi. Il y en a qui sont équipés, qui ont un peu une ferme ou qui avaient des box à la maison, mais à un moment donné, vous avez besoin quand même d'une halle. Et puis, on est quand même dans un pays... Le sud de la France, c'est peut-être un petit peu plus facile. Mais en Suisse, il pleut, il neige, il fait froid. À un moment donné, si on n'a pas une halle où on est quand même un minimum protégé, c'est compliqué d'avoir des entraînements réguliers. Et tu aimais aussi partager des moments avec les chevaux hors purement de les monter, mais aussi s'occuper de l'écurie Complètement. Moi, j'aime traîner aux écuries, j'aime être aux écuries et... Souvent, d'ailleurs, mon matériel aux écuries est bien plus rangé que mon appartement. C'est un peu là ton appartement, finalement. Ouais, alors quand même pas. Faudrait peut-être pas dire ça à mon mari, mais c'est vrai qu'on a souvent un conflit. C'est que mon matériel, il est toujours nickel, mes chevaux, je passe énormément de temps avec. J'aime énormément, surtout dans notre sport, dans le concours complet, où on fait vraiment toutes les disciplines. La partie des soins, la partie relationnelle est vraiment très, très forte par rapport aux autres disciplines, puisqu'on fait vraiment tout avec eux. Et c'est vrai que si vous ne me trouvez pas, en général, il faut aller fouiller dans les écuries et puis je suis là. Et justement, avant, Luca avait posé la question par rapport aux catégories d'âge et de niveau. Moi, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit là. Est-ce que quand on est jeune, on a forcément un cheval jeune aussi pour qu'on progresse avec? Ou est-ce qu'on va plutôt prendre un cheval plus expérimenté? Il y a un dicton qui dit « à vieux cavalier jeune cheval, à jeune cavalier vieux cheval ». Parce qu'un cheval est un petit peu comme un humain, c'est-à-dire qu'il va acquérir de l'expérience. Et plus il va avoir de l'expérience, plus il va nous permettre de progresser. Donc très très souvent, quand on évolue, le système actuel, en tout cas donc vraiment aujourd'hui 2024, fait que il y a énormément de jeunes, donc de juniors, de jeunes cavaliers qui ont plusieurs chevaux d'un certain âge d'expérience et puis qui sont changés, pas toutes les années, surtout pas, mais quand même régulièrement en fonction de la progression du cavalier. Parce que les chevaux, en fait, nous amènent l'expérience qu'ils ont. Et à un moment donné, par l'âge, ou par simplement l'envie ou la capacité d'aller plus haut, tout à coup, ce cheval-là nous a amené jusqu'à un certain niveau et puis tout à coup, il faut changer un petit peu la performance et les qualités du cheval. Je suis un peu gênée de parler de ça parce que c'est pas du tout dans l'idée qu'on les jette et qu'on les change comme des Kleenex. Mais à un moment donné, si on a une paire de skis, à un moment donné, on a envie qu'elle soit plus glissante, plus affûtée, plus... Et du coup, on change de paire de skis en fonction qu'on skie mieux. Oui, et puis je suppose qu'il va trouver un nouveau cavalier ou une nouvelle cavalière. Complètement. En général, on ne les laisse pas de côté et puis on cherche justement un nouveau partenaire qui, lui, permettra de profiter du cheval pleinement, de le soigner, etc. Donc c'est vrai, c'est pas un échange parce qu'on en a marre de ses chevaux, mais tout à coup, on évolue et un cheval manque de force, de vitesse ou vieillit tout simplement. Et puis, pour être correct vis-à-vis d'eux, on fait une sorte de tournus, de roulement. Il y a aussi un aspect important de déplacement et de frais dus à ça. Comment tu gérais ça quand tu étais petite? Ça voyageait beaucoup, il y avait un van à acheter. C'est un petit peu lié avec la question, finalement, on n'a pas répondu avant, comment ma famille a géré ça. Finalement, ma mère s'est pliée en 8 pour moi et on n'allait pas vraiment en vacances. On mangeait beaucoup de salade de riz et de cervelas à la fin du mois. Mais finalement, elle mettait absolument tout ce qu'elle pouvait pour moi. Et du coup, on n'a pas fait des investissements
disproportionné parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on avait effectivement une remorque pour mettre les chevaux dedans, pour aller en concours à gauche à droite, une Jeep. Mhm. Et puis s'il fallait dormir dans une voiture, on dormait dans une voiture une nuit pour dépanner, ou voilà. Mais ça, c'est vrai que le sport d'il y a 25, 30 ans, aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est complètement professionnalisé et c'est pas rare d'avoir aujourd'hui des jeunes de 15, 20 ans qui ont déjà 3, 4, 5 chevaux, des camions, des grooms. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu différent. Ça a beaucoup évolué. Et toi, tu étais dans un club avec une structure qui t'aidait ou tu étais un peu toute seule? Non, je dirais que toutes les structures dans lesquelles je suis allée m'ont aidée, en tout cas une partie, en tout cas le maximum qu'ils ont pu. Mhm. Et après, par affinité ou par déménagement, des fois aussi, simplement, j'ai changé plusieurs fois de manège. J'ai fait énormément d'années au manège de Montet. D'accord. J'ai fait ensuite, j'ai fait aussi quelques années, du coup, on parlait avant, au manège de Villeneuve, au manège de Noville. Enfin, j'ai pas mal bougé, manège de la Tour de Paix aussi. Et puis, j'ai débarqué au manège du Chalet à Gobet il y a à peu près 12-13 ans maintenant. D'accord. Et maintenant, je suis installée au Chalet à Gobet avec ma belle famille. Puis il y a des critères dans la section d'un manège où c'est à la proximité géographique. Je pense que le premier critère, c'est quand même la proximité. Et après, il y a les installations pures et dures. Est-ce qu'il y a un manège qui est assez grand voilà. Après, c'est le coaching, en fonction du niveau qu'on ait vraiment des gens qui puissent nous encadrer, nous faire progresser. Et puis après, pour moi, à titre personnel, le Chalet à Gobet, j'ai rencontré mon futur mari. Et puis un jour, il m'a dit, viens habiter chez nous, quoi. Ouais, donc dans mon cas, tout à coup, j'ai débarqué dans un des plus gros manèges de Suisse romande. Mais ce n'était pas du tout par choix sportif, c'était par choix humain. Ok. Et est-ce que, donc si tu as un cheval à toi, est-ce que tu te déplaces justement de manège avec, ou est-ce que tu vas dans un nouveau manège, tu rencontres justement des nouveaux chevaux? Non, tu gardes tes chevaux en général. Ok, ouais, donc parce que ma question c'était, est-ce que c'est possible justement que tu ailles dans un nouveau manège et que tu te rends compte que tu es compatible avec aucun cheval? Mais du coup, tu réponds à ma Alors, question. en général, quand tu apprends à monter à cheval pour la base, ça peut arriver cette situation, à savoir que dans chaque manège, on a... Enfin, pas chaque manège, mais dans beaucoup de manèges, il y a des écoles d'équitation où il y a un cheptel de 20 à 25 chevaux d'école, poney. Et c'est vrai que si à un moment donné, vous avez le sentiment d'avoir fait le tour et de ne pas avoir trouvé vraiment un feeling particulier avec l'un ou l'autre, tout à coup, il y a des gens qui changent de manège parce qu'à un moment donné, on ne peut pas leur offrir... typiquement, nous, au Chalet à Gobet, on a une super cavalerie pour faire des concours, mais à un moment donné, quand ils sont tous pris et qu'ils travaillent assez, on ne peut pas les démultiplier. Ouais. Donc, des fois, on a des clients qui partent ailleurs parce que simplement, il manque un petit peu la possibilité de l'offre, en fait, tout simplement, parce que on gagne notre vie avec ça, donc il y a quand même un pouvoir un peu de l'offre et la demande. Par contre, quand on fait vraiment de la compétition à un certain niveau, en général, les chevaux, on les a à nous, ou en tout cas, ils nous sont confiés. Et puis, si on se déplace, en général, les chevaux nous suivent. Ok, voilà. Ça marche. Toi, tu as fait ta carrière en concours complet. Est-ce que ça a toujours été le cas ou c'est une bifurcation en fonction de ce que tu aimes? Non, ça n'a pas du tout été le cas. Quand j'étais gamine, jusqu'à l'adolescence, j'ai vraiment fait beaucoup de sauts d'obstacles. D'accord. Après, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec les chevaux chez mon premier employeur. Parce qu'après des études de commerce, c'était quand même pas tout à fait mon truc de travailler dans des bureaux. Donc, c'est pas trop la même chose, non? Non, pas du tout. Et voilà, j'ai fait cette école, c'était super. Ça m'a donné un premier papier, parce que le collège de Saint-Maurice, c'était pas ma tasse de thé non plus. Donc, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu avec les chevaux. Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est un petit peu les occasions et les rencontres qui font qu'on choisit quelque chose. Ouais. Donc moi, j'ai toujours fait beaucoup de sauts, beaucoup de jeunes chevaux et de la formation de base avec les enfants. J'enseignais énormément au manège de Montet et on faisait énormément d'attelage. Beaucoup d'attelage, de cortège, première route, des remises des prix, des mariages, etc. Et quand j'ai rencontré donc Benoît, qui est maintenant mon mari, c'est vrai que lui, par contre, il faisait énormément de concours complets avec sa famille. D'accord. Et du coup de fil en aiguille, finalement très tard, par rapport à une carrière de sportif standard, j'ai envie de dire, là où on est vieux, entre 21 et 24 ans aux Jeux Olympiques pour la plupart des disciplines, moi j'ai commencé très très tard. Ça. Exactement. Et d'ailleurs, les plus vieux athlètes au JO de Paris, ce sont des cavaliers. Oui, je crois que les records de médailles les plus vieux, c'est aussi... Exactement. Ouais. Donc moi, j'ai commencé vraiment cette carrière pour le concours complet très tard, parce qu'en fait, c'est parti sur une boutade. Viens seulement essayer, tu verras, c'est sympa. Et puis j'ai dit, pourquoi pas. Et puis ça a démarré comme ça. Justement, dans ton cas, c'est
c'est justement comme Lucas a dit, une bifurcation un peu plus humaine. Mhm. Mais étant donné que la moyenne d'âge des cavaliers au JO, elle est assez élevée, est-ce que c'est le cas de tout le monde ou est-ce que c'est tout simplement une question financière aussi? Non, pour moi, je crois que c'est juste un chemin de vie qui a été comme ça. Ouais. Simplement parce que ma mère avait beau se plier en 8, on n'avait pas les moyens de régater pour le sport de haut niveau, en tout cas chez les jeunes. Donc j'ai essayé d'en faire mon métier, mais d'une manière un petit peu différente, parce que l'avantage dans ce sport-là, c'est qu'on peut très vite gagner notre vie sans faire de la compétition. Ok. Donner des cours, Oui. gérer un manège. Il y a aussi plein de métiers annexes. J'entends l'ostéopathe pour les chevaux, physio. Il n'y a Il pas y a que... énormément Là, de le gens. sport, c'est la vitrine, mais il y a tout un monde Complètement. derrière. Ouais. Exactement. Donc en fait, on peut gagner notre vie avec les chevaux, même si on ne devient pas une star de concours. Et puis c'est finalement un peu les planètes qui se sont toutes alignées à un certain stade qui ont fait que j'ai eu ma chance et puis que j'ai pu vraiment exploser. Mais la plupart des athlètes au JO, même équitation comprise, sont quand même assez jeunes et puis Oui. ont eu vraiment toutes les planètes alignées un petit peu plus vite dans leur vie. Ok, Voilà. ça marche. Et en fait, on a oublié d'expliquer, mais c'est quoi concours complet? Ça veut dire quoi? Alors, Alors en général, la discipline la plus médiatisée, j'ai envie de dire, c'est le saut d'obstacle. Oui. Ensuite, Qu'on voit souvent à la qu'on voit télé, souvent à la CHI de télévision, CHI de Genève, etc. Ensuite, il y a le dressage qu'on voit énormément. Et nous, c'est un peu une combinaison des deux. Donc, on a une épreuve de dressage, une épreuve de saut en tout dernier. Et puis, au milieu, on a une épreuve de fond qu'on appelle l'épreuve de militari. Ok. Donc, quand vous voyez des chevaux sauter par-dessus des gros trous, sauter dans l'eau, sauter des obstacles qui sont souvent très, très impressionnants, ça, c'est le militari. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Aucune idée. Ok. J'ai vraiment aucune idée, alors. Je sais pas du tout. Ok. Et c'est quoi la différence dans la préparation pour chacune des disciplines? Est-ce que tu fais la même chose ou... Non, alors déjà, c'est une discipline qui est hyper intéressante parce qu'avec les chevaux, on fait vraiment les 3 types de travail. Donc, le dressage, ça va vraiment mettre en avant la précision, la relation. C'est un petit peu le patinage artistique, l'équitation. C'est un petit Je peu, le vois comme une danse. Voilà, exactement. C'est un petit peu, on a des figures imposées, on doit les exécuter. Ouais. Finalement, ça montre un petit peu la bonne compréhension qu'on a du cheval et le cheval de nous, qu'on se comprend bien et qu'on ne va pas être dangereux quand on va partir sur l'épreuve de fond. Donc c'est là où on a le plus besoin d'une bonne complicité avec l'animal ou... Non, je crois pas forcément, mais en tout cas, c'est la discipline qu'on travaille vraiment avec le plus de rigueur pour vraiment D'accord. être très précis et pas laisser s'échapper C'est de les points. l'horlogerie un peu de l'équitation. Ouais, un petit Ok. peu, on va dire ça comme ça. Ensuite, on part sur l'épreuve de fond. Donc, c'est le militari. Donc, ça, c'est des épreuves en championnat qui oscillent entre 9 et 11 minutes. Ouais. On galope en moyenne 570 mètres minutes. Donc, ça va faire une vitesse de moyenne de 32-34 km/h. Et puis, on va franchir entre 30 et 35 sauts. Ok. Des Donc ça, c'est troncs, des intense pour l'animal tables, et c'est pour toi hyper aussi, j'imagine. physique, c'est très très physique pour nous aussi, mais spécialement pour les chevaux. C'est vraiment une sorte c'est vraiment une épreuve de fond comme dans le triathlon où vraiment on teste finalement la capacité cardiaque, le courage, la vitesse, la précision quand même, parce qu'à cette vitesse-là, il faut vraiment avoir des réflexes assez aiguisés. Et puis, le lendemain du militari, on fait toujours une épreuve, on appelle ça le vet check, donc juste être sûr que les chevaux vont bien, qu'ils ne boitent pas, qu'il n'y a pas eu de douleur, qu'il n'y a pas de blessure. Après, en général, si on a un cheval qui est blessé, on ne présente même pas les chevaux à cette vet check. Mais les juges veulent être sûrs que les chevaux vont bien après le militari. Et on part pour la dernière épreuve qui est le saut d'obstacle. Et là, c'est vraiment donc, le même principe que l'épreuve standard. Donc, les barres, elles doivent rester sur les cuillères, elles ne doivent pas tomber par terre. Et c'est surtout fait pour vérifier la récupération des chevaux. Ah oui, ok. Pour c'est voir pas du tout comment technique, les chevaux... oui, si, c'est technique, technique, les chevaux doivent bien sauter, mais par exemple, un cheval qui va faire une épreuve de saut avant le militari va avoir moins de difficulté à sauter ce qu'on leur demande le lendemain d'un cross. Donc, où là, vous avez la fatigue, les courbatures. Ouais, c'est pour ça que c'est sur 2 jours. 3. Ouais, exactement. Okay. C'est sur 3 jours, au minimum 3 jours. Et les spectateurs, donc, ils font comment dans ce cas-là? Est-ce qu'ils restent sur les 3 jours ou est-ce qu'ils Non, ils des fois, les spectateurs, ils viennent vraiment... Certains vont dire, moi, je viens voir le dressage. Okay, ouais. La plupart des gens, à Paris, je dirais qu'il y a entre 50 000 et 60 000 personnes pour l'épreuve de militari. Okay, ouais. Par contre, dans les... Voilà. Mais par contre, dans les gradins, il y avait 16 000 personnes, place assise. Ouais. Voilà. Mais pour le militari, c'est toujours... Et puis à badminton, qui est un des plus prestigieux, je crois qu'il y a 200 000 personnes qui viennent pour le militari.
Donc ça dépend vraiment de la discipline. Ok, cool. Et du coup, le cheval, c'est le même pour les 3 épreuves. Exactement. Et c'est là la spécificité de cette discipline, c'est qu'on fait pas... C'est pas qu'on est un cavalier polyvalent et puis qu'on prend le meilleur cheval qu'on a en dressage, le meilleur, etc. C'est vraiment le même qui fait la totale. Et il y a un type de cheval adapté à ça ou... Souvent, on aime un petit peu quand même des chevaux qui ont beaucoup de sang, donc qui ont beaucoup d'énergie. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Des chevaux qui récupèrent très vite. Des chevaux très légers pour pas que le galop de base, sur les 10-11 minutes de galop, les fatigue. Mhm. Je caricature, mais si vous avez un sumo qui va faire un sprint, il part quand même avec un handicap par rapport à certains Jamaïcains, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va aussi chercher des chevaux qui sont plus taillés comme des lévriers que des chevaux qui sont taillés comme des golden ou comme des labradors. Donc c'est vrai qu'on veut des chevaux légers. Et puis souvent, on cherche vraiment à avoir des chevaux qui sont très malins et puis qui sont quand même assez courageux et généreux. Parce que quand vous venez sur le military, sur des obstacles un peu massifs, un peu impressionnants, à un moment donné, on a clairement besoin d'un petit coup de pouce de son cheval. C'est quand même eux qui font le taf, c'est quand même eux qui font la différence. Donc et c'est si ça que on n'a t'entends pas... par généreux. Ouais, Ok. parce qu'à un moment donné, je trouve que on peut être le meilleur cavalier du monde, mais si on n'a pas un cheval d'une classe supérieure... Je pense que ça on joue est aussi rien. avec l'intelligence de Vraiment l'animal, la là. vitesse de réactivité, ils comprennent les choses, on doit toujours passer ces obstacles entre des fanions, donc des sortes de petits drapeaux, le rouge à droite, le blanc à gauche, et c'est vrai qu'on dit que les chevaux qui sont vraiment les top niveaux, enfin qui sont les top chevaux de nos disciplines, je veux dire, ils cherchent les fanions, je veux dire, c'est presque instinctif pour eux, c'est un jeu, un petit peu comme les chiens qui font de l'agility dog. À un moment donné, ils ont compris qu'ils doivent faire le slalom, à peine ils voient tous les piquets, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment ils sont conditionnés pour ça, mais vraiment, ça leur plaît. Et il y a une récompense après, justement, pour les pousser à faire juste, entre guillemets. De toute façon, avant de faire du gros niveau, surtout pour le military, on commence par faire des choses hyper basiques, hyper tranquilles, au pas. On ne va pas tout de suite au galop, à fond les ballons pour être sûr d'avoir les meilleures sensations. On va hyper tranquille, on flatte, on va donner régulièrement des bonbons, on va faire beaucoup de travail à pied aussi. D'accord. Typiquement pour des petites marches, si vous apprenez au choix à marcher on appelle ça des contre-hauts ou des contrebas de 50 cm. Après, on va passer à 60, 70. Et c'est pas rare de faire ça à pied pour que les chevaux apprennent vraiment à décomposer les mouvements. Okay. Et une fois qu'ils ont assimilé ça à quelque chose de calme et à quelque chose de facile, après, vous pouvez mettre toutes les combinaisons que vous voulez et puis ils vont faire ça très instinctivement. Et du coup, pour choisir ces chevaux, c'est toi qui le fais? C'est le manège qui le fait? Dans mon cas, ça va être un petit peu les opportunités, un peu les rencontres, j'ai envie de dire. Mais il y a des marchés, des foires pour acheter Alors, des il y a chevaux. complètement un marché aujourd'hui pour les chevaux de sport. Donc, soit vous achetez un jeune cheval, un poulain, qui aura un bon papier, puis vous trouvez qu'il a une bonne tête, et puis vous dites, celui-là, je vais l'acheter, puis on va voir ce que ça donne. C'est un petit peu... Beaucoup de cavaliers font ça, ils en achètent régulièrement 2, 3 par année. Donc tout à coup, vous avez des chevaux de 6 mois, 1 année et demie, 2 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans et demi. Puis au fur et à mesure que les chevaux évoluent, tout à coup, vous voyez lesquels sortent du lot et lesquels vont rester un petit peu plus standards. Et en fonction de ça, vous choisissez lesquels vous voulez vendre ou pas, cher ou pas. Du coup, tu mets sur plusieurs et tu fais une sélection. Très souvent, c'est un petit peu comme ça. D'accord. Ça, c'est si vous avez suffisamment d'argent pour anticiper ce problème. Et puis du coup... on appelle ça se construire un piquet de chevaux pour avoir la possibilité de faire un tournus. Ou alors, vous avez des propriétaires qui viennent vers vous et qui disent, voilà, moi j'ai un cheval, je suis sûr qu'il a plein de potentiel, est-ce que ce serait possible de travailler ensemble et vous montez le cheval et en fait, en tant que cavalière professionnelle, vous êtes payé pour monter le cheval, former le cheval et performer en compétition. Mais le propriétaire le garde. Alors, vous avez des cas où le propriétaire le garde, clairement, il continue de venir le monter très souvent, puis vous, en plus, vous le montez, puis vous faites une sorte de partenariat. Okay, ouais. Il y a des systèmes, dans mon cas, par exemple, avec Tout Bleu, le cheval des jeux, c'est un cheval qui est propriété de Peter, et Peter, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient les marcher à la main, en tout cas une fois par semaine, mais c'est quelqu'un qui peut plus monter à cheval. Okay, ouais. Et du coup, par contre, il est passionné par ça, il m'aime bien, il a envie de m'aider, et du coup, c'est vraiment un vrai mécène. Ouais, je pense qu'il y a aussi un plaisir pour lui de c'est voir du mécénat. Que son cheval complètement. Continue, ouais. Et du coup, au niveau de la rotation des chevaux, toi, tu gères comment? Il faut miser, enfin, il faut s'entraîner beaucoup de fois avec le même, avec le titulaire, si j'ose dire,
Ou faut les faire bosser un peu tous en même temps pour que tous soient prêts le jour J? Alors, déjà, moi, dans mes écuries, j'ai 4 chevaux de concours complets, dont un tout bleu qui va partir à la retraite à la fin de l'année. Oui. Cette fois, il aura gentiment fini sa carrière sportive. Ça dure combien de temps, ça, une carrière? Tout bleu, cette année, il a 17 ans. Ok. Donc, je dirais qu'il a dû commencer vraiment la compète de joli niveau à 7-8 ans, donc une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années. Après, il y a des chevaux qui sont jusqu'à 18-19 ans qui fonctionnent très très bien. Mais nous, on a décidé tout bleu de le mettre gentiment un petit peu dans une... de le retirer du gros sport. Ouais, exactement. Je trouve qu'il a fait, on trouve, pas que moi, tout le monde trouve, il a fait assez, il a beaucoup donné. Il a quand même fait 3 championnats d'Europe avec 3 cavalières différentes. Donc c'est vrai que c'est quand même un cheval qui, avant d'arriver chez moi, avait déjà fait beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que dans mon système... À ce niveau-là ou... Ouais, à ce niveau-là. Okay. Dans mon système, j'en ai 4, mais les meilleurs du monde ont 25 chevaux dans leurs écuries pour la même discipline. Et du coup, quand tu sais qu'il y en a un qui arrive près de la retraite, est-ce que tu commences déjà à choisir le prochain qui va prendre la première place ou... En tout cas, nous, on est en plein dans cette problématique. C'est que j'ai 3 chevaux qui suivent, 2 chevaux de 8 ans et un cheval de 9 ans, qui sont tout à fait dans les âges pour, si on parle de Los Angeles. Ouais. Par contre... Donc, tu vises à chaque fois cycle olympique? Ouais, quasiment. Okay. Maintenant que j'ai touché les Jeux, après, c'est vrai que dès qu'une période de Jeux Olympiques est finie, on repart pour une autre période de Jeux Olympiques. Ouais. Et aussi pour les sélectionneurs, pour notre fédération, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Je veux dire, le lendemain de la fin des épreuves à Paris, on était déjà intégré à un groupe WhatsApp Paris-Los Angeles 2028. Ah oui, donc ça et va le lendemain vite. de Tokyo, on était dans le groupe Tokyo-Paris 2024. Enfin, je veux dire, à peine c'est fini, on nous relance 4 ans de... Pas le temps de penser à ce qui s'est passé, on pense déjà à la suite. Exactement, donc ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on forme ces chevaux, ces viennent ensuite. Un cheval arrive à maturité entre 10 et 12 ans. Donc là, j'ai 2 chevaux de 8 ans, un cheval de 9 ans. Ils vont arriver à 12-13 ans pour les prochaines Olympiades. Donc a priori, sur le papier, c'est idéal. Par contre, sur ces 3 chevaux, sur ces viennent ensuite, il y en a 2 qui sont propriété du même propriétaire, du même mécène. Oui. Et par contre, lui, à la fin de l'année, aimerait gentiment faire un petit peu autre chose que les chevaux. Donc c'est vrai que là, j'ai plein de points d'interrogation et d'incertitude parce que oui, j'ai choisi lequel serait le viennent ensuite, mais il fait partie du lot de M. Turler. Et c'est vrai que Peter, je ne sais pas comment il a décidé d'organiser la suite. Est-ce qu'il faut les vendre? Est-ce qu'on va trouver d'autres mécènes qui vont m'aider, des sponsors? Là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et toi, tu as un mot là-dedans ou est-ce que ça revient à eux vu qu'ils ne t'appartiennent pas? J'ai un mot, mais j'ai pas du tout de petits bouts de propriété dans les chevaux. Ouais. C'est pour ça que quand on achète des jeunes chevaux, très souvent, si on a des chevaux qui nous plaisent, on va essayer d'en vendre qu'une partie pour toujours rester dans la combine, que ce soit pour prendre des décisions ou que ce soit donc prendre des décisions sportives ou prendre la décision de vendre et du coup de pouvoir aussi avoir un intérêt financier, c'est clair, parce que sinon on perd tout. Voilà. Et au niveau du déroulement d'une saison type, ça se passe comment? Il y a plusieurs compétitions? Parce que je pense que c'est assez intense, donc j'imagine qu'il n'y a pas ça tous les week-ends. Mais comment ça se passe? Alors, saut d'obstacle, il y a tous les week-ends, tout ce que vous voulez, toute l'année, les shows n'arrêtent pas. Parce que toi, tu fais les 3 compétitions séparément. Le même week-end. Ok. À la suite, le même week-end. En général, on arrive le mardi soir ou le mercredi. Oui. On a la première vet-check pour être sûr que les chevaux ont bien voyagé, qu'ils sont en bonne santé. Ensuite, il y a l'épreuve du dressage. Ensuite, l'épreuve du military le lendemain. De nouveau, une vet-check et l'épreuve de saut. En général, on part le mardi et on rentre dans la nuit du dimanche à lundi. Très souvent. Okay. Pour se donner une idée. Et puis, pour le planning des compétitions, en concours complet, je dirais que les phases de récupération pour les chevaux, moi, j'aime bien leur laisser beaucoup de temps de récupération, donc entre 4 et 6 semaines, au minimum. En moyenne ou au minimum. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Par contre, je sais qu'il y a des cavaliers qui ont des systèmes où les chevaux sortent en compète toutes les 3-4 semaines. D'accord. Mais par rapport au saut d'obstacle, là où les chevaux vont sortir toutes les 2 semaines en moyenne, on a une... J'aime pas de nouveau utiliser ces mots parce que ça reste des êtres, hein. C'est pas qu'on les utilise, mais ils ont une rentabilité qui est complètement différente que le saut d'obstacle. On doit bien choisir où on veut aller et on doit vraiment pas griller des cartouches inutilement. Donc en début de saison, on planifie vraiment la saison en fonction des objectifs. On a toujours le plan A si tout se passe bien. Le plan B, si ça se passe un peu moins bien, puis le plan C quand c'est la galère. Mais en général, le plan A permet de laisser des bonnes phases de récupération pour avoir le cheval en forme
le jour J, le jour du championnat. Mais donc, c'est-à-dire que chaque week-end, tu cours avec un cheval différent. Ou alors, je prends tous les chevaux un week-end. Là, je vais partir mi-novembre au Pouget, à côté de Montpellier. Ouais. Et là, par contre, je vais prendre les 4 chevaux de complet. Et comme ça, j'ai un week-end, concours complet. Et Où ça t'as me le libère choix. du temps pour les autres, Ok, ouais. pour les autres week-ends. Et du coup, j'imagine que du côté des cavaliers, il y en a qui font seulement une discipline. La majorité font une Ok. discipline. Et puis, si on a des cavaliers qui ont... Moi, j'ai que 4 chevaux. Donc, entre guillemets, si je schématise, je peux très bien prendre ces 4 chevaux ce week-end. Et puis, les 4 mêmes vont ressortir dans 5-6 semaines. Par contre, quand vous avez un cheptel de 24 chevaux, puis que vous faites un tournus avec les jeunes chevaux, les chevaux plus expérimentés, les chevaux de championnat, les chevaux intermédiaires, forcément, vous êtes quasiment tous les week-ends avec un autre lot et vous faites un tournus. C'est pour ça qu'en rentrant des jeux, c'est toujours assez édifiant, comme dans le train, on discute un peu avec les athlètes. Pour la plupart des athlètes, ils rentrent des Jeux Olympiques, ils ont 6 à 8 semaines de vacances. Ouais. Il ne faut Alors plus que leur toi, parler pas de leur du tout. sport. Ils vont mettre le vélo dans l'armoire, la raquette dans l'armoire. Alors que nous, en fait, le cheval du championnat, lui, il a congé. Mhm. Mais par contre, tous les chevaux qui ont eu congé les 4-5 dernières semaines, quand il y a eu le rush un petit peu de préparation pour le championnat, bah, par contre, ceux-là, en fait, on est à peine rentré qu'on repart avec d'autres lots de chevaux en concours. Et l'importance de justement faire un tournus, est-ce que ça repose au-delà de leur forme ? Est-ce qu'ils ont envie justement de faire de la compétition ? Est-ce que tu sens une différence quand, je sais pas, en termes d'humeur auprès d'un cheval s'il ne fait pas de compétition pendant longtemps ? Alors, il y en a. Tout Bleu est un cheval qui a un certain âge aujourd'hui, mais par contre, quand il entend le camion démarrer et qu'il n'est pas dedans, c'est vraiment un cheval qui n'est pas content. Ok. Voilà. Par contre, c'est un cheval qu'on doit manager parce que si on l'écoute seulement lui, il irait tout le temps partout, à gauche, à droite, parce qu'il adore la compétition. Mhm. Donc, on essaye vraiment de... Il y a des chevaux qui ont besoin de sortir très régulièrement pour un petit peu routiner tous les automatismes, que ce soit le stress, le transport, que les doses de stress finalement diminuent parce que tout devient normal. Comme un Oui. enfant qui va tout le temps voyager à gauche à droite avec ses parents en avion, bah, c'est clair que celui qui a jamais pris l'avion, c'est une source de stress et un Mhm. petit peu d'émerveillement. Donc il y a aussi Alors un peu que- facteur d'habitude. Exactement, c'est ça qui va rendre certains chevaux bien meilleurs, c'est de sortir régulièrement. Puis il y a des chevaux par contre au contraire qui n'ont pas besoin de sortir souvent et avec lesquels il faut garder un petit peu cette dose d'adrénaline qu'ils ont, hein, comme nous, pour vraiment se bonifier et puis être encore meilleurs en championnat. En Dernière championnat ou en tout cas dans des compètes importantes. Mhm. Dernière question avant de passer à la relation avec l'animal. Les décors que vous avez en militari, c'est toujours aussi beau qu'à Versailles ou ils essayent vraiment de promouvoir Non, les endroits. alors c'est toujours... si quelqu'un connaît absolument rien au monde de l'hippisme, Mhm. honnêtement, venir voir les militaris, c'est vraiment génial parce que vous vous baladez, il y a une sorte de parcours qui est dessiné. Ouais. Vous vous baladez un petit peu dans la nature, vous faites une grande balade et puis c'est sympa. Alors que quand vous faites du dressage ou du saut d'obstacle, vous êtes à côté d'une carrière en sable et puis vous attendez que tous les numéros passent, c'est un tout petit peu plus monotone. Par contre, à Versailles, où il y avait le championnat du monde des jeunes chevaux, là, il y a 10 jours, le Mhm. Lion d'Angers, ça s'appelle, c'est des manifestations qui sont emblématiques et qui sont réputées pour être splendides. Et au JO de Paris, ils avaient vraiment envie d'utiliser les jardins de Versailles comme point de départ pour faire un cross qui a été d'ailleurs très très bien pris par les spectateurs à la télévision, etc. Les images étaient splendides. Ah oui, je pense que ça a bien fait parler. Mm. Si tu as remarqué des retours qui ont été plus importants à cause de ça. Des retours Enfin, plutôt pas, mais grâce, en disons fait. qu'on a quand même une discipline qui fait souvent parler d'elle parce qu'elle est quand même assez spectaculaire et quand il y a des chutes, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vrai que des fois, elle a une petite étiquette un petit peu négative. Et c'est vrai qu'après les Jeux Olympiques de Paris, il y avait vraiment que des échos positifs. Ok. Pendant les semaines qui ont suivi Paris, j'ai pas du tout entendu des gens venir me taper dans le dos en disant vous êtes complètement fou, vous êtes stupide, il faut arrêter ce sport. Enfin, tout le monde trouvait ça beau, chouette et vraiment passionnant. Ouais, vraiment. Et puis l'animal, il se rend compte du côté exceptionnel de la compétition. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce que... Alors ça, par contre, spécialement en concours complet, en général, on est un petit peu perdu au milieu de nulle part, au milieu de la nature. Mhm. Et c'est vrai qu'avoir autant de spectateurs, c'est rare. C'est Oui. le week-end du championnat annuel où il y a du monde. Mais Ouais. avoir autant de monde qu'il y a eu là, c'est même pas...
championnat d'Europe ou à Ras du Pin l'année passée, il y avait du monde, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a eu à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a des shows qui sont transcendés par ça. Et par contre, il y a des shows l'inverse. qui deviennent vraiment très timides et qui ont de la peine à galoper dans la foule, par exemple. Et comment vous les préparez à ça, justement? Parce que je suppose que c'est compliqué de les acclimater. On ne les prépare pas vraiment, mais par contre, on va choisir certains concours qui sont réputés pour avoir beaucoup de public, pour aller voir comment ils réagissent. Parce que très souvent, dans ces obstacles de militari, vous allez avoir vraiment des zones comme les obstacles avec l'eau. C'est des obstacles qui sont très impressionnants. Ouais. Et quand vous arrivez dans la zone avec les obstacles remplis d'eau, là, tout à coup, il va y avoir, 2000, 3000 personnes qui sont là à ce moment-là pour nous voir. Puis après, ces gens-là se baladent et puis ils s'arrêtent de nous voir ailleurs. Et du coup, on essaye de privilégier des compétitions qui ont un petit peu cette atmosphère avec énormément de monde, beaucoup d'excitation pour que les chevaux apprennent et puis voir comment les chevaux vont réagir le jour où on a besoin d'eux alors qu'il y a 2, 3, 4 000, je ne sais pas combien de milliers de personnes il y avait à la première roue de Versailles quand je suis passée. Parce qu'en fait, le départ du cross et l'entrée du cross étaient un peu au même endroit. Donc, tous les gens sont arrivés pour 10h30 tapantes. Mais du coup, tout le monde était agglutiné à côté de la première roue. Je pense qu'il devait y avoir 5-6 000 personnes en tout cas. Rien que là. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas beaucoup prévoir et travailler. Par contre, si les chevaux ont de l'expérience et de la maturité, ils ont déjà eu l'occasion d'être confrontés à cette situation. Même si elle était un petit peu moins importante, ils ont déjà vécu des situations avec du public. Mais donc, disons, s'ils réagissent mal, il n'y a pas... à part de les ramener dans une autre compétition où il y a du monde, il n'y a pas d'autre moyen. Non, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on aime beaucoup aller au CHI de Genève, par exemple, parce que le CHI de Genève, c'est pour nous, cavaliers de complet, faire un cross indoor sportivement, ça n'a absolument aucune... valeur ajoutée. Non, c'est juste un cross indoor, puis c'est sympa, puis c'est pour le public. Par contre, quand vous avez 8, je ne sais plus combien il y a de milliers de personnes, je dirais 8 ou 9 000 personnes dans les gradins du CHI de Genève, c'est déjà un petit peu un moyen de confronter ces chevaux à une atmosphère de championnat. Donc, qu'on se rend compte, parce qu'en Suisse, on connaît, parce que c'est assez médiatisé, mais ça représente quoi, le CHI de Genève à l'international? Le CHI de Genève a été élu, je ne sais pas, depuis 10 ou 15 ans, meilleur concours indoor du monde. Ah oui, donc c'est vraiment le concours que tout le monde a envie de venir. C'est la plus grosse place indoor du monde. Donc c'est une place qui fait, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas très bonne pour estimer, mais en tout cas, passer 60 mètres de large sur quasiment 100 mètres de long, donc c'est gigantesque. Donc c'est vrai que c'est déjà par les installations, c'est un des plus beaux concours du monde. Et puis en plus, c'est vraiment les meilleurs cavaliers qui viennent, les meilleurs chevaux. Et il y a un enjeu sportif qui est terrible de venir à Genève. Tu as parlé avant des obstacles en particulier. Moi, j'aimerais revenir sur un aspect qui concerne la discipline du saut d'obstacles. On parle souvent pour les JO de faire des obstacles très design et qui ne sont pas forcément... facile à appréhender pour les chevaux. Comment tu gères ça, toi? Nous, on a une petite chance par rapport aux cavaliers, aux chevaux de saut d'obstacle, c'est que nos chevaux, en concours complet, ils sautent à peu près tout ce qu'on leur montre. Donc, ils sont déjà conditionnés par sauter. Dès qu'il y a un fanion rouge et un fanion blanc, on leur demande de passer au milieu, ils passent au milieu. Et c'est vrai qu'en militari, il y a beaucoup plus cette notion de variation, j'ai envie de dire. Donc ils ont déjà cette habitude. Voilà. Par contre, les chevaux de saut d'obstacle, très souvent, c'est des barres rouges et blanches, c'est des barres bleues, c'est des barres beiges, c'est des barres qui sont quand même souvent très similaires. Et tout d'un coup, il y a l'Arc de Triomphe qui débarque. Tout à coup, il y a l'Arc de Triomphe. À Tokyo, il y avait tout à coup un sumo qui tenait une barre et le sumo avait fait beaucoup parler parce que tout à coup, les chevaux regardaient ce bonhomme en plastique. Mais il y a eu quelques refus sur cet obstacle parce que les chevaux ne comprenaient pas ce que c'était. Donc, c'est vrai que les chevaux d'obstacle ont un environnement qui est un tout petit peu plus codifié parce que c'est un peu souvent le même cheptel d'obstacles. Mais par contre, à Paris, il y avait clairement, chaque obstacle avait une histoire. Et puis, il faut bien se rendre compte que les chevaux voient assez bien, mais ils ne voient pas les contrastes de la même manière que nous. Donc, tous ces obstacles un peu pastels, unis, où il n'y a justement pas de différence de couleur, tout à coup, pour les chevaux, c'est vraiment plus difficile. Mais donc, quel est l'intérêt ? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux de sacrifier un peu le design pour une meilleure performance dans ce cas-là ? Non, parce que de mettre un petit peu tous ces designs et puis prendre un peu des obstacles qui sont, j'ai envie de dire, dans des teintes un petit peu plus neutres, comme ça rajoute de la difficulté. Ça rajoute de la difficulté. C'est-à-dire que le cheval qui vraiment va
va pas forcément taxer l'obstacle à la bonne hauteur, mais sauter 3 cm pas assez et faire 4 points, c'est une médaille qui s'envole, quoi. Ok. Donc celui qui sera sans faute au bout des journées de championnat ou comme ça, c'est vraiment celui qui est le meilleur, quoi. Et ça doit être difficile, mais comment tu gères la frustration d'un moment où tu te dis que tu t'es préparé nickel et que tout d'un coup ton cheval, il fait un refus? Je dirais qu'il y a quand même un petit temps de... Ça va très vite, hein, mais c'est vraiment ce temps où on se demande si c'est vraiment vrai, en fait, ce qui est en train de nous arriver en se disant pincez-moi, je rêve. Ouais. J'ai pas fait tout ça pour être... voilà. Mais après, on sait tous que, ma foi, les chevaux, déjà, c'est pas des machines. Exactement. Ils ont leurs émotions, leur caractère, mais aussi, voilà, il y a des jours où ils sont plus en forme que d'autres. Et comme nous, il y a des matins, on sait pas pourquoi on est de meilleure humeur que le lendemain. Hein. Mhm. Mais par contre, ça n'empêche que on a un petit peu, voilà, ce moment où on a un peu... Moi, je le vis comme si le paysage, en fait, tout à coup, il s'effondrait comme ça. Ouais. On a un peu l'impression d'être dans sa bulle et puis tout de suite on reprend un peu nos esprits et puis voilà, ce qui est fait, il faut finir l'épreuve et puis c'est un jour comme ça. Voilà, c'est la vie de sportif. Mais toi, tu arrives à sentir si le cheval il est pas dans un bon jour dès le départ? Ah, complètement, parce qu'on va se rendre compte si vraiment le cheval a clairement la patate, l'énergie et la motivation, ou si ce jour-là, le cheval, par l'atmosphère, va être un petit peu plus fermé, un petit peu plus timide, un peu plus... a moins l'envie de s'ouvrir un petit peu dans son épreuve. Après, en tant que pro, on est quand même censé gérer ça au mieux pour limiter les dégâts si on sent que le cheval est un petit peu moins courageux, un petit peu plus timide, un peu moins bien dans ses baskets que ce qu'on aimerait. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'est toi qui vas aller le rassurer ou est-ce que vous allez plutôt prendre peut-être un autre cheval si on a à disposition? Non. Alors, quand on est en championnat, quand on a inscrit une épreuve, dès l'instant où l'épreuve a commencé, c'est ce cheval-là est fini, terminé. De toute façon, il doit passer les checks avant. Exactement. Donc, à Paris, par exemple, donc les fédérations avaient jusqu'à 2 heures avant les vet checks pour changer vite les potentiels sportifs pour les Jeux. Donc, il y avait énormément d'équipes, la Suisse aussi, qui avaient des numéros 5, des numéros 6 dans l'écurie à côté, à 10 km, au cas où on se rendait compte que le cheval était malade sur place ou que, avant que la compétition commence, s'il y avait la moindre alerte, du coup, on pouvait switcher. Mais si le cheval passe pas le vet check, est-ce qu'on là à ce moment-là il y a non, moyen... c'est fini. Donc c'est out. Non, là c'est out. Ok. Bon. Ça s'est pas passé d'ailleurs. Il y a eu un problème avec une équipe qui Il y a un Français en tout cas qui a sur 4 chevaux pour le saut d'obstacle. Il y en a un qui a été refusé à la première visite d'entrée. D'accord. Donc au lieu d'être 4, ils étaient 3. Okay. Et puis il y avait plus de solution de rechange. On a les Japonais aussi dans le concours complet qui ont décidé de retirer un cheval après le military qui était fatigué. Du coup, ils ont fait rentrer le numéro 4. Donc, tant que les chevaux sont validés par les juges, vous pouvez, moyennant certaines règles, faire des switches, puis les faire rentrer dans la compétition. Après, au JO, c'est très particulier parce qu'au JO, on concourt avec une équipe de 3. Et le numéro 4, il est vraiment là pour remplacer s'il y a un problème. Alors que quand on fait des championnats d'Europe, des championnats du monde ou des Coupes des Nations, on est 4 cavaliers. Les 4 cavaliers font l'épreuve et on biffe le moins bon résultat. Okay. Ce qui fait quand même une vraie différence. Cette année, la numéro 4, c'était Nadia, qui a été exemplaire et moi, je trouve admirable comme elle a été souriante, positive. Elle était tellement heureuse d'être là. Moi, je pense que si on m'avait mis numéro 4, j'aurais eu on m'aurait donné un coup de massue, ça aurait été la même chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, c'est des juges qui vous attribuent les points. Alors déjà ça, et puis c'est la fédération qui choisit clairement. En fait, c'est ça qui est très très spécial dans notre sport, c'est que par rapport justement à ce côté jugement et tout ça, c'est que nous on sait définitivement qu'on va au JO, je dirais 3 semaines et demie avant d'y aller. Ah oui, c'est pas beaucoup. Alors que d'autres sportifs savent déjà en mois de mars qu'ils sont sélectionnés. Donc pour se préparer, c'est quand même un peu spécial. Vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le cheval se blesse. Comment se fait ce délai très court? On ne sait jamais. Les chevaux peuvent se blesser d'une nuit à l'autre. Avec ces chevaux, c'est grand, c'est fort, mais qu'est-ce que c'est maladroit et délicat. Donc c'est vrai que je pense pour avoir le plus de cartes en main le plus longtemps possible,
on nous laisse vraiment ces sélections miroiter le plus longtemps possible. Et puis dès l'instant où on sait qu'on part à Paris, on sait pertinemment que 2 heures avant ces fameuses vet-checks, on peut encore choisir de switcher les cavaliers. Ça arrive souvent ou généralement Assez souvent. Ah ouais. Oui. Et c'est pour ça que moi j'ai un caractère où je prends les choses avec beaucoup de recul et je suis pas quelqu'un qui va être très démonstrative quand on me téléphone pour me donner une sélection, parce que je vais dire ok, c'est cool, c'est super, mais en fait les championnats c'est dans 4 semaines et en 4 semaines il peut se passer encore plein de choses. Et au JO de Tokyo ça m'avait marqué parce que c'était une de mes premières grosses sélections. Et en gros, on est 4 cavaliers à avoir pris l'avion. On ne sait pas vraiment lesquels vont être numéro 1, 2, 3 et lequel sera numéro 4, donc à pied. Et en gros, le soir de la horse inspection, on nous aligne en randonnion et puis on nous dit, toi tu seras 1, toi tu seras 2, toi tu seras 3. Et toi, désolé, tu seras remplaçant. Est-ce que vous avez des questions ? Donc ça, c'est l'association, je suppose, qui fait les choix. Exactement, c'est notre fédération sportive avec tout le staff, donc les entraîneurs, le sélectionneur, le vétérinaire aussi, pour dire, écoutez, les chevaux sont en forme, ou celui-là, il a l'air d'avoir une baisse de performance. Typiquement pour Tokyo, c'était extrême parce qu'on avait un voyage énorme. Il y a des chevaux d'autres équipes qui sont arrivés à Tokyo dans un état de forme qui ne permettait pas qu'ils concourent. Ok. Donc, c'est le numéro 4 qui a pris le relais. Ok, ouais. Il y a des Donc, il y a facteurs énormément de qui expliquent changements. ce manque de forme. C'est le trajet. Tokyo, c'était quand même un voyage d'environ 30 heures, Oui. comparé à 8-9 heures pour Paris. C'est quand même pas Ouais. tout à fait la même chose. Tokyo, c'était une chaleur ahurissante. Ok. Donc, 80% d'humidité, 30-35 degrés. C'est quand même pas tout à fait ce qu'on connaît ici. Bah, surtout pour les chevaux qui sont Surtout pour les acclimatés, chevaux. Alors, les écuries étaient hyper classe, climatisées Ok, cool, ouais. et tout, mais ça n'empêche que vous sortez, c'est un peu comme quand vous allez à la mer. Enfin, je veux dire, c'est oppressant, c'est chaud. Ouais. Donc, il y a des chevaux qui ont mal supporté ça. Et les transports, ça se passe comment ? Parce que, on n'imagine pas trop comment Le c'est possible. transport, pour Paris, typiquement, on a quasi tous la chance d'être motorisés, de pouvoir voyager nos chevaux. Donc, on a tous émis le souhait d'aller avec nos transports. D'accord. Aussi parce que dans nos transports, l'empreinte carbone n'était pas excellente, mais on est tous allés avec nos camions parce qu'on a aussi toutes nos affaires dans les camions, on a nos points de repère, voilà. Par contre, quand vous allez à Tokyo ou quand vous faites des championnats outre-Atlantique, C'est là que ça me. alors là, m'intéresse le justement, en général, vous avez des points de départ avec des avions cargo. Là, en l'occurrence, c'était à Liège, Ok. en Belgique. Et pour Tokyo, ils demandaient une semaine ou 10 jours de quarantaine. Je me souviens plus exactement, comme c'est une île. Ils veulent absolument pas de parasites Ah oui, ou quoi que ok. ce soit. Donc, on a fait 10 jours à Aix-la-Chapelle complètement en quarantaine. Donc, les chevaux sont désinfectés, vérifiés Ok, qu'ils sont pas qu'il y ait le malades, corona, etc. il y a aussi une Exactement. quarantaine de chevaux. Presque. Ok. Et ensuite, les chevaux partent du coup par lot, par camion entier, à l'aéroport de Liège, qui est un aéroport militaire, si je dis pas de bêtises. Là, les chevaux sont déchargés dans des box, parce que c'est vraiment très bien organisé pour les chevaux. Ok. Et puis, petit à petit, vous les mettez dans des blocs de 2 chevaux par 2 chevaux, un petit peu comme des containers, ou bien comme des vans, comme des remorques à 2 chevaux qu'on voit souvent sur les routes. Puis après, ces containers sont pris et installés et glissés au fond des avions, les uns à côté des autres. Et puis, ils décollent. Par Ça, c'est contre, spécial, en vrai, ils quand vont même. décoller beaucoup moins vertical qu'avec les humains. Ils vont vraiment avoir un décollage qui est beaucoup plus progressif pour la pression, pour l'acclimatation, etc. Et après, ils ont besoin de temps pour se remettre de ça. Non, honnêtement, ils récupèrent super bien. Maintenant, si vous mettez un cheval dans un avion comme ça pour un voyage de 15 heures, un cheval qui a jamais voyagé, qui est dans des stalles, donc qui est quand même un peu coincé, j'entends, c'est pas hyper coincé, faut pas dire ils sont pas sanglés et attachés, ils peuvent quand même bouger un petit peu, mais je veux dire, des chevaux qui n'ont pas l'habitude de ça, ça va être un petit peu moins bien toléré qu'un cheval de métier qui a l'habitude de faire ses voyages, tout qui comme va un humain, manger au ses final. foins, exactement, manger ses pommes, ses carottes, et puis voilà. Et en général, il y a un groom pour 4 chevaux. En général, il y a un groom par pays qui fait le voyage, Ok. et puis qui est vraiment aux petits soins pour tous ces chevaux. Ouais. Et du coup, toi, si j'ai bien fait mes sources, ouais, exactement. Tu as un cheval maintenant qui t'a permis de passer quand même un sacré niveau. Mhm. Est-ce que tu peux me décrire comment déjà tu l'as rencontré et comment tu as développé ta complicité avec? Déjà, quand j'ai commencé le concours complet, donc j'ai eu des chevaux, surtout un qui m'a amené à un certain niveau. Après, j'ai dû les vendre et puis je me suis retrouvée à pied.
Ok. J'ai recommencé un petit peu avec une jeune jument de notre élevage, de l'élevage de mon beau-père, mais j'étais vraiment dans un tout petit niveau. Et un jour, j'ai reçu un téléphone du sélectionneur actuel, M. Bourguer, qui m'a demandé un petit peu des informations sur comment on fonctionne, combien ça coûte, qu'est-ce que je serais prête à faire, etc. Ça devait être peut-être au mois de janvier, février. Cette année? Non, l'année de 2020. Ok. Et puis, Oui, c'était pour Tokyo. ouais, c'était pour Tokyo. Et du coup, j'ai mis ça un petit peu en stand-by. Je suis un petit peu superstitieuse, donc j'en ai vraiment parlé à personne, histoire que ça se fasse. Ok. Et 3-4 mois plus tard, il m'a téléphoné en me disant, écoute, est-ce que les conditions dont tu m'as parlé quelques mois auparavant, est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que j'ai un binôme, propriétaire cheval, cavalier, qui s'entendent plus et avec qui vraiment j'arrive. Enfin voilà, ils se séparent, mais je cherche du coup un nouveau cavalier pour ce cheval. Ah, donc tu t'es retrouvé au bon endroit au bon moment, quoi. Complètement. Ok. Et on va même aller encore plus loin, c'est que ce bon endroit au bon moment, c'était style au mois de mai 2020. Ouais. C'est le Corona qui est en train de prendre le Méchamment, lead là, sur toute la surface du globe. Et du coup, moi, je vais essayer ce cheval. Ça se passe hyper bien. Le contact avec le propriétaire se passe très bien. Il est OK pour que le cheval vienne chez moi, en tout cas pour une période d'essai. Le cheval arrive chez moi, je dirais, début juin. Ouais. Et puis, il faudrait regarder, parce que je n'ai pas une mémoire pour ce genre de choses, mais je dirais fin juin, on annonce que les Jeux Olympiques sont décalés d'une année. Ouais, Donc, s'ils avaient eu lieu au mois de... en de 2020, juin, 2020, ça aurait été moi, très très chaud. j'aurais pas pu faire Tokyo. Ok. Et en fait, les Jeux Olympiques de Tokyo sont décalés d'une année à cause de la crise sanitaire qu'on a connue. Et en fait, pour beaucoup de sportifs, ça a été une vraie tuile parce qu'il faut se réentraîner encore une année. Mais moi, c'était la chance de ma vie parce qu'en fait, j'ai récupéré ce cheval qui avait déjà fait des gros championnats, qui avait toutes les qualités sportives pour faire ce niveau. Moi, j'étais quasi à pied, c'était la chance de ma vie. Et du coup, je me suis dit, maintenant, j'ai 6 mois parce qu'il faut quand même imaginer que en février-mars de l'année des Jeux Olympiques, il faut avoir fait toutes ces qualifs et être éligible finalement à une sélection. Donc moi, quand je suis en juin 2020, j'ai 6 gros mois, à savoir qu'en concours complet, comme c'est un sport d'extérieur, novembre, décembre, janvier, février, on ne fait pas de concours. Donc j'ai 6 gros mois de compétition pour faire toutes mes qualifications. Et du coup, on a démarré ça et ça s'est passé une planète saline, 2e, 3e, 4e, 5e. Et finalement, je prends l'avion. Tu nous as parlé de ton côté superstitieux. Je crois que tu as pris un objet avec toi. Donc, pour ceux qui nous écoutent, on a une montre avec bracelet noir et la montre en elle-même en verre. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la signification de cet objet? En fait, c'est M. Turler avec qui on a un attachement quand même assez fort. C'est pas juste un propriétaire pour moi. Et c'est vrai qu'un jour, il fait un voyage, il s'arrête à une station-service, il voit cette montre. En plus, il y a mon prénom dedans. C'est pas qu'elle a été faite exprès pour moi. Et puis, je monte toujours en verre parce que quand on fait le military, on a toujours des bombes qui sont des casques qui sont très, très rigides, mais qui ont une visière amovible, donc en tissu qu'on rajoute. Et ce tissu, chez moi, c'était la seule couleur qui restait quand mon mari m'a mis dans cette discipline. D'accord. Et puis, j'ai commencé avec du verre et je suis toujours restée avec du verre. D'où le bracelet. Non, alors ça, c'est le concours, justement, parce qu'on est en concours à Chevenay, là, avec toute une série de clients. Et ça, c'est pour l'entrée des écuries. Donc, c'est juste un pur hasard. Non, ça, c'est vraiment un pur hasard, mais je trouve la couleur très, très chouette. Les choses, Et du coup, la couleur verte de la montre a fait que, du coup, il a acheté cette montre. Et puis, c'est un petit clin d'œil dans le sens où j'ai toujours cette montre avec moi dans les championnats. En tout cas, dans les gros concours. Voilà. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'artifices et de bijoux, de choses comme ça. Mais cette montre, c'est vrai que je la prends toujours. Et si un jour il t'arrive de l'oublier, c'était déjà terminé. Tu sais. Alors, c'est pas un drame parce que je vais me contenir, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mes petits rituels. On va finir sur les JO. Tu as eu la chance d'aller à Tokyo, mais plus récemment à Paris. Comment tu as vécu l'expérience olympique parisienne? L'expérience olympique parisienne, incroyable et splendide d'un point de vue spectateur, ambiance, bénévoles, les gens qui travaillaient là-bas, tout le monde était hyper positif. C'était plus facile aussi de discuter avec les bénévoles et les gens qui bossaient à Paris qu'à Tokyo, parce que la langue était un petit peu plus simple. Pas de masque. Du public, du coup, parce que les gradins de Tokyo étaient radicalement vides. C'était triste à mourir. Même la cérémonie d'ouverture, les gradins étaient vides. Donc c'est vrai que Paris, pour moi, c'était vraiment... mon meilleur souvenir, c'est au début du cross, à la deuxième minute, je crois, on rentre dans la première roue, une fontaine, etc. Et
Il y a vraiment un panorama de milliers de spectateurs qui sont là pour nous applaudir. Et c'est vrai que les Jeux Olympiques, je trouve qu'il y a vraiment une trêve politique négative. C'est vraiment pendant 10 jours, 2 semaines, on est aux Jeux Olympiques, mais il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problèmes. Il y a pas... En fait, on est juste des sportifs qui rêvons d'être là et on est juste contents d'être là. Et tous les gens qui sont là pour nous encourager, ça peut être des drapeaux chinois qui nous hurlent et qui nous motivent. Ça peut être des drapeaux français pour des Suisses. Ça peut être des Suisses pour des Français. Je veux dire, on est juste là pour la beauté des sports qu'on pratique. Et ça, je trouve qu'aux Jeux Olympiques de Paris, on l'a vraiment ressenti, alors qu'à Tokyo, c'était presque une compétition comme une autre. Ok. À part l'aspect des médias, parce que les médias, c'est extrêmement contraignant, mais c'est pas négatif, mais il y a vraiment une masse de médias qui sont là pour les Jeux Olympiques, qu'il n'y a pas du tout pour des championnats standards. Donc Paris, pour moi, c'était ça. Après, c'était une énorme pression qu'à Tokyo, j'avais pas. À Tokyo, j'étais un peu l'outsider. Je débarquais, ça faisait une année que j'avais ce cheval. Tout le monde était content de mes résultats, moi aussi, mais on n'avait pas d'attente particulière pour moi. Il n'y avait pas de public. J'étais toute seule à l'autre bout du monde. J'étais un petit peu dans ma bulle. Tandis qu'à Paris, on attend quelque chose de moi parce que j'ai quand même participé aux derniers mondiaux, aux derniers européens avec ce cheval, toujours dans les fameux 3 meilleurs résultats par équipe. Okay. On a dit avant qu'au JO, c'est que 3, mais dans les championnats standards, c'est 4, moins 1, avec le moins bon résultat. Là, j'étais toujours dans les 3 meilleurs. Donc, c'est vrai qu'on m'attend au tournant. J'ai beaucoup d'attentes, j'ai beaucoup de pression. Et les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, le village olympique, pour les sportifs. Donc, vous y allez aussi, vous? Nous, on y est allés, mais il y a beaucoup de cavaliers qui n'y allaient pas parce qu'on était à environ 45 minutes de bus. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu y aller, donc des écuries. Puis les chevaux, ils sont stationnés où? Ils étaient vraiment à côté du stade principal dans les jardins de Versailles. Ah oui, ok. Et du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est que les gens qui s'occupent de nos chevaux, c'est des grooms qu'on choisit, mais eux, ils sont stationnés sur l'endroit où il y a les chevaux. Mais en fait, les grooms dorment dans un endroit, mangent dans un endroit, nous, on dort dans un endroit, on mange dans un endroit, nos accompagnants dorment dans un endroit, mangent dans un autre endroit, et en fait, on est quand même assez isolés. Et ça, par contre, je l'ai mal vécu. Enfin, mal vécu. Non, en tout cas, ça m'a mis dans une humeur redoutable pour ma groom. Et c'est vrai qu'à Tokyo, finalement, on est seul. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'amis qui sont là. Donc, de toute façon, on est seul. On a un bouquin, on s'occupe, puis c'est réglé. Ouais. Tandis que là, en fait, on a vraiment une atmosphère hyper palpitante et euphorisante. Enfin, ça nous porte. Et puis, d'un autre côté, tout à coup, on part un peu dans notre coin. Et pas un seul moment pour manger tous ensemble à une table ou un endroit où on peut boire l'apéro parce qu'il n'y a pas d'alcool au JO. Enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté très sérieux comme ça on est vraiment là, on fait notre taf, on a fini, on s'en va. Et ça, j'ai trouvé très rude. Et ça, c'est les athlètes, vous pouvez faire un feedback après au JO? Alors, on a pu le faire, qu'on avait trouvé quand même très très spécial de pouvoir manger les coachs et les cavaliers dans un endroit, mais pas du tout accompagnés de nos amis, de nos propriétaires et de nos grooms. Parce que finalement, on n'a aucun moment où on peut vraiment s'asseoir. Il y a un endroit où vous pouvez aller acheter un sandwich, il y a un endroit où vous pouvez acheter une boisson. Oui. Mais par contre, vous n'avez pas du tout d'endroit où vous pouvez profiter d'être ensemble. Ouais. Voilà. Et ça, par contre, ça m'a vraiment manqué parce que peut-être qu'on avait une attente par rapport aux Jeux de Paris en se disant, on va avoir du monde, ça va être chouette. Puis en fait, on est quand même bien dans notre bulle et un petit peu pas mis de côté parce que peut-être que Robin ou Nadia ou Félix n'ont pas vécu les choses de la même manière. Mm-hmm. Mais moi, c'est vrai que je m'attendais à avoir beaucoup plus de contact avec mon entourage. Et au niveau de l'équipe, vous êtes toute l'année en équipe ou c'est seulement à l'occasion des JO? C'est presque rare pour nous dans notre discipline. On a le circuit de la Coupe des Nations, donc c'est vraiment des épreuves par équipe. Il y en a, je sais pas, entre 6 et 8 par année. Mais dès l'instant où on est sélectionné pour les JO, c'est très compliqué pour se sélectionner aux JO. Vous devez le faire à travers les championnats du monde ou les championnats d'Europe ou à titre individuel. Mais dès l'instant où vous avez votre ticket d'or, en fait, vous n'êtes plus obligé de courir ces Coupes des Nations. Et pour beaucoup de cavaliers, on n'a pas couru les Coupes des Nations parce qu'on n'avait pas envie de forcer les chevaux et de les fatiguer inutilement. Du coup, on a fait très très peu d'épreuves par équipe. On fait très peu d'épreuves par équipe, sauf quand on a vraiment l'obligation. Okay, ouais. Et toi, ça te fait quelque chose en plus de représenter la Suisse ou c'est juste une compétition comme une autre? Non, aux Jeux Olympiques, représenter la Suisse, ça a vraiment une particularité. C'est vraiment très très fort. Et je trouve dans ces championnats, mais les JO particulièrement, qu'on se rend compte qu'on représente une nation
Et on n'est pas juste là pour nous, on est vraiment là pour le pays. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti aujourd'hui au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Là où j'avais plus l'impression qu'on est là parce qu'on est les meilleurs de notre pays. Mais au JO, on est déjà tous habillés de la même manière, on a les habits des Jeux, on est vraiment estampillé pays. Enfin, c'est pas juste une discipline. Et ça, je trouve vraiment assez fou à vivre. Enfin, j'ai trouvé vraiment assez fou à vivre. Et est-ce que vous vous entraidez entre coéquipiers ou chacun est concentré? Alors, on a un petit peu chacun notre fonctionnement parce qu'on est quand même un sport par équipe, parce qu'on a un cheval, mais finalement, on est très individuel. Forcément. Et puis, moi, j'ai des écuries à Lausanne, mais Félix, il est en Allemagne, Nadia, elle est vers Zurich, Robin, il est un peu plus loin qu'Avanches. Enfin, on n'est pas vraiment ensemble, et peu ensemble finalement. Et puis, on fait beaucoup d'entraînements, mais pas vraiment... On a chacun nos entraîneurs, de par la géographie. Donc, le jour du concours, on s'entraide, mais on sait qu'on a un petit peu chacun nos caractéristiques. Et Robin est quelqu'un qui prend toujours les choses à la légère, très sûr de lui. Moi, je suis plutôt vite très concentrée, je dois me mettre dans ma bulle, je parle pas beaucoup. Okay. Nadia, elle était le numéro 4, donc elle profitait, c'était cool. Elle faisait des échanges de pins un peu partout, parce que c'est un petit peu le deal là-bas. Et puis Félix, lui, il est dans sa bulle, vraiment dans son coin, et il faut pas le déranger. Donc finalement, oui, on est ensemble, mais on respecte vraiment les individualités de chacun. Et au niveau de la langue, est-ce qu'il y a une barrière où vous parlez tous Alors, on parle tous entre l'allemand et l'anglais. Okay. L'anglais, parce qu'on a un des entraîneurs du military, notamment, qui est anglais, qui est néo-zélandais, mais qui habite en Angleterre. Donc, c'est vrai que c'est un peu l'anglais qui prend le lead. Par contre, moi, je ne suis pas du tout hyper à l'aise. Je parle bien allemand, je parle bien anglais, mais de là à faire des gags et puis tenir une monstre conversation facilement, c'est pas si simple. Donc c'est vrai que quand ça enlève un peu la spontanéité des discussions. Ouais. Voilà. Okay. On s'entend très bien, on rigole bien et on se comprend très bien. Ça reste assez mais carré. C'est vrai que si tout à coup il faut faire un gag, je vais faire un gag à Robin qui parle français, quoi. Okay. Voilà, parce que les autres d'ici qui comprennent le gag, il y a un vrai temps mort. Et c'est la même chose pour eux. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un peu le Röstigraben avec la Suisse qui est quand même un peu compliqué. Okay. Enfin, compliqué, c'est pas compliqué, mais ça met forcément une frontière qu'il n'y a pas dans les autres pays. Et s'il y a un moment à retenir de ces JO pour toi, ce serait quoi? C'est la première roue du château de Versailles. Ok. Parce qu'il y a... Là, t'es un peu sorti de ta bulle, t'as eu le temps de profiter. Déjà, il faut bien se rendre compte, il y a tellement de spectateurs qu'on n'en a jamais eu. Déjà, au terrain d'entraînement, il y a 2000 personnes. Je pense qu'ils nous regardent nous entraîner. Il n'y a jamais 2000 personnes, déjà dans un concours normal, quasiment. Okay, ouais. Et ensuite, quand on commence, moi j'ai le numéro 4 ou 5, je suis assez au début de l'épreuve, je ne me souviens plus. Mais en gros, au fur et à mesure que les chevaux démarrent sur le military, toutes les 4 minutes à peu près, les gens on entend les gens hurler au fur et à mesure du parcours. Et là, on se dit, mais combien il y a de personnes sur ce cross? On ne réalise pas du tout. Et une fois qu'on a démarré, en fait, on commence dans la forêt. Et quand on sort de la forêt, on vient le long de ce fameux lac. Et on vient dans cette première eau de la première fontaine, là. Et là, tout à coup, en fait, entre le bruit, le panorama qui s'ouvre, parce qu'on n'a plus de forêt, le monde, et là, tout à coup, on se dit, OK, là, cette fois, on n'est pas dans le même monde que d'habitude. Et ça, c'est vraiment l'image qui me marque vraiment de Paris. OK. Ouais. Magnifique. Pour ce qui est de maintenant et du futur, qu'est-ce que tu as comme projet en cours ou dans ta tête? Un projet en cours, on est en train d'essayer de ficeler justement un petit peu des budgets et des projets pour pouvoir garder justement les 3 chevaux qui vont venir potentiellement remplacer Toubleu. C'est ta grosse actualité. C'est ma grosse actualité parce que je comprends complètement les envies d'autre chose de Peter, mais c'est vrai que il a tout fait pour moi jusqu'à maintenant. Donc il y a un camion à racheter, il y a des chevaux à racheter, et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Par contre, on a tout fait ça les 2-3 dernières années dans l'optique d'avoir des chevaux de remplacement le jour où Toubleu partira à la retraite. Et il va partir à la retraite au CHI de Genève, justement. On va faire ses adieux. Plutôt un bel endroit pour partir à la retraite. Oui, justement. En tout cas, ce sera une retraite du gros sport parce que c'est une jeune fille qui va aussi s'en occuper pour faire des petites choses parce qu'il adore tellement la compète. Il ne faut pas qu'on lui enlève le camion et tout ce qui va avec. Mais par contre, moi, ma grosse actualité du moment, c'est vraiment de trouver des solutions pour la suite. Parce que je ne suis pas encore prête. Alors, je suis plus vieille que beaucoup de sportifs, mais je ne suis pas encore prête d'arrêter. Je n'ai pas encore envie d'arrêter. Je n'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour que ça s'arrête maintenant.
Puis maintenant que tu as voilà. goûté au JO. Ben ouais, on est allé une fois, c'était top à titre individuel. La deuxième fois, c'était moins bien individuel, mais top par équipe. On était quand même 4e, on a quand même frôlé une médaille qu'on n'a pas encore digérée, en tout cas Robin et moi. Et la troisième fois, j'aimerais bien y aller une troisième fois, puis rentrer avec une médaille. Mais ça, c'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir repartir pour un cycle olympien. Voilà. Donc tu vises vraiment Los Angeles. Ouais, j'aimerais vraiment. Je suis Avec jamais des allée, objectifs, j'aimerais bien. Exactement. Là, vraiment, il faut qu'on ait une médaille autour du cou, c'est pas possible. Okay. Bah, on te réinvitera avec plaisir. Avec plaisir, ça pour marche. débriefer la médaille. Je finis avec une question, à moins que tu en aies une. Non, moi je vous souhaite la médaille et puis qu'on se retrouve ouais, j'espère. D'ici quelques années. Ouais. J'espère. J'aime bien poser aux athlètes leur rêve, ce serait quoi? Du coup, je pense que c'est Los Angeles, mais la médaille. Ouais, c'est clairement avoir des médailles, si c'est pas Los Angeles, à un autre championnat en tout cas. Mais surtout pouvoir continuer de faire ce métier, qui est quand même un métier en fait, cavalière professionnelle, parce que comme on le disait, on gagne notre vie pas qu'avec la compète, mais avec plein d'autres choses. J'enseigne beaucoup, je bosse à l'école professionnelle, je fais plein de choses. Mais c'est vraiment de pouvoir continuer à monter à cheval le plus longtemps possible et continuer de vivre de ma passion, vraiment. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment très intéressant. Si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, je ne suis pas une accro des réseaux sociaux, mais j'essaye quand même d'alimenter un petit peu la page Instagram. Ça doit être melo.yoner ou melo-yoner en un mot. On mettra ça dans la description de toute façon. Et j'ai aussi une page Facebook, mais plutôt privée, où j'essaye de faire des liens. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et il y a un site du manège peut-être? Alors, le manège, c'est... Oh mon Dieu, je me souviens même plus. www.manège-chaletagobet.ch, quelque chose comme ça, ou manège-chaletagobet avec des traits d'union de chaque. De toute façon, c'est pareil, on mettra tout en bas. Voilà, mais voilà. Donc, on te souhaite évidemment plein de succès pour la suite. S'il y a d'autres athlètes qui aimeraient participer à notre émission, le mail est également dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok pour avoir les actualités. Nous, de notre côté, on remercie le restaurant Al Cilento pour le soutien. Remercie également l'équipe technique. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Toi, dans la fratrie, est-ce que ton frère t'a un peu tiré avec lui ou c'était quelque chose que tu as fait par toi-même? C'est particulier. Je l'ai toujours considéré comme une locomotive. Puis moi, un peu les wagons qui suivaient. On nous a tellement dit qu'on était des fous, qu'on faisait finalement de la cascade et qu'on savait pas skier. Mais en fait, on avait l'impression de montrer qu'on pouvait faire autre chose que justement foncer, aller de l'avant et puis juste plus avoir de temps pour soi. Il me semble que ton frère, une de ses vidéos les plus vues en ligne, c'est il a simplement la perche et il descend et ça fait des millions de vues, donc ça l'a bien dégoûté. Ouais, je pense. De pouvoir voir aussi comment réagir rapidement en cas d'avalanche. Ça, c'est tous des cours qui existent, qu'on peut trouver en ligne, ou je pense si on est entre guillemets affilié à une station de ski où on aime bien aller, je suis sûr qu'en allant voir à l'office du tourisme, on peut vous aiguiller sur à quel moment il y a un cours qui est donné. On a beau être bien préparé, le jour où il y a un accident qui arrive, ça change la donne. On perd tous nos moyens et donc hyper important d'être bien préparé, et il y a de quoi se préparer maintenant.